540e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors une actualité depuis une semaine, et notamment ce week-end, totalement dominée par les événements liés au mouvement des Gilets jaunes. Vous avez vu les images de Paris, les Champs-Élysées, qu'est-ce que ça vous inspire comme ça, ces images-là? Écoutez, la difficulté qu'il y a dans une grande manifestation à empêcher l'infiltration des éléments qui sont les plus agressifs et qui sont les anarchistes, enfin disons l'extrême gauche, sujet sur lequel d'ailleurs la presse a généralement une grande pudeur. Enfin, on trouve des euphémismes pour parler de l'extrême gauche qui sont très excités, enfin, etc., ultra violents, toutes sortes de mots qui remplacent le mot extrême gauche. En l'occurrence, il me semble qu'il y a eu quand même là un dysfonctionnement de la police dans sa disposition, dans son dispositif, car les agresseurs, en quelque sorte, les extrémistes de gauche, eux, agissent de façon séparée un petit peu. À certains moments, ils se détachent du cortège et ils foncent casser, briser, voler, enfin... Ce sont des gestes quand même qui sont éminemment politiques quand même, car ils attaquent des banques, ils attaquent des magasins de luxe, des restaurants de luxe. Très évidemment, on voit qu'il y a une volonté délibérée d'idéologie dans l'affaire. Ce ne sont pas seulement des voyous qui brisent des magasins pour voler. Ce sont des militants, et là je crains beaucoup la constitution d'une force de ce type, une espèce de force de guerre civile. On parlait, je crois que c'est M. Castaner qui parlait de 1500, certains disent même plusieurs milliers. Et là, je crois que c'est une unité qui est en train de se forger au fur et à mesure des rencontres avec la police. Et je crois que ça, c'est un véritable danger. Mais que je pense que les pouvoirs publics ont les moyens d'endiguer cela. Ils connaissent tous les acteurs. Par conséquent, il y a une certaine complaisance, semble-t-il, à laisser faire, dans une certaine mesure, quelques agressions qui disqualifient le mouvement des Gilets jaunes, qui sont, eux, dans l'incapacité de se défendre et qui n'ont même pas de chef, ils n'ont pas de porte-parole unique. Ils sont donc incapables de répondre aux agressions politiques dont ils sont l'objet. Alors vous avez cité le nom du ministre de l'Intérieur. Pour la presse, il est sur la sellette désormais, puisque le préfet de police de Paris est rentré chez lui dans ses pénates, il a été envoyé, ainsi que plusieurs hauts responsables de la préfecture de police de Paris. Reste M. Castaner en première ligne maintenant. Si ça devait mal se passer dans les prochaines semaines, c'est lui le fusible prochain. Mais il semble que le gouvernement soutient M. Castaner, qui dit avoir donné les consignes qui étaient nécessaires au maintien de l'ordre, consignes qui n'auraient pas été exécutées à l'échelon, justement, du préfet de police et des chefs, des responsables du service d'ordre sur le terrain. Vous le croyez quand il dit ça? Ma foi, ça me paraît quand même vraisemblable. Je trouve à Castaner un mérite, c'est qu'il n'est pas énarque. Oui. C'est déjà beaucoup de choses et il a une certaine connaissance des milieux de la délinquance et de ces choses-là. Donc, je crois qu'il est assez bien à sa place. Ce n'est pas ce n'est pas le ministre que je trouve le plus suspect. Il est en première ligne, évidemment, et tout le monde lui tombera dessus. Une des raisons pour lesquelles je modérerai mes coups en ce qui me concerne. Je n'ai pas l'habitude de frapper sur les faibles. Alors, dans les nouvelles idées qui sont mises en avant, il y a l'idée de marquer les manifestants les plus actifs au moyen d'un liquide qui ne se voit pas, sauf avec des ultraviolets, et qui va durer sur leur peau ou sur leurs vêtements plusieurs semaines pour pouvoir les retrouver. Qu'est-ce que vous pensez de cette... écoutez, il y a des gens que ça ne gênera pas, ce sont les gens d'extrême gauche, puisqu'ils ont un uniforme de combat, en quelque sorte. Ils sont habillés en noir, ils ont même une cagoule. Bon, ce ne sont pas en costume de ville. Ceux qui sont en revanche en costume de ville verront leurs vêtements gâtés irrémédiablement, quoi qu'on dise, même si c'est invisible, il n'en reste pas moins que les produits chimiques qui les auront touchés et tachés seront irréversibles. Bon, je considère que c'est un échelon qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant de franchir. Les canons en haut me paraissent déjà en eux-mêmes suffisamment dissuasifs.
Encore faudrait-il qu'il soit utilisé à bon escient et pas en toutes circonstances. Alors, quittons le domaine français. L'attentat qui s'est produit en Nouvelle-Zélande, 50 morts, des dizaines et des dizaines de blessés, avec un terroriste qui s'est longuement exprimé sur Internet à travers un manifeste où il met en avant ce qu'il appelle la théorie du grand remplacement, ce qui a relancé toutes sortes de débats ici en France à propos des thèses de Renaud Camus et de cette expression « grand remplacement ». Quelle est votre position sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un tabou sémantique ou est-ce qu'on a le droit de dire, pour qualifier les changements de population à la suite de vagues migratoires, qu'il s'agit d'un grand remplacement? Non, ce n'est pas à la suite. C'est justement que là se situe la nuance. Le grand remplacement peut exprimer une vérité d'avenir. C'est que le risque, c'est le grand remplacement. C'est que la vague migratoire continue, puissante, qui rend de plus en plus minoritaire ce que j'appellerais les indigènes européens, eh bien, au bout du compte, aboutirait à un grand remplacement. Mais le grand remplacement, ça ne consiste pas à prendre une population, à la déplacer, la remplacer par une autre. Évidemment, comme ça s'est fait en Europe de l'Est par les soviétiques. Mais je crois que c'est une querelle d'Allemands, ça. En effet, la vérité, c'est qu'il y a une possibilité, et même une quasi-certitude, d'une grande vague migratoire étrangère, extra-européenne, qui risque de submerger l'Europe et d'en changer complètement la nature et l'équilibre politique, bien sûr. Alors dans d'autres, vous citiez l'Union soviétique, probablement avec la Pologne qui s'est déplacée comme ça, l'Allemagne de l'Est, la Prusse qui est devenue polonaise, enfin ça c'était des choix politiques. Il y a eu les États-Unis qui tout de même, d'une manière assez virile, ont procédé à un changement de population par la force, ou même si on est près de la Nouvelle-Zélande, les Australiens... Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est sûr. Les Australiens ont fait ça et ainsi de suite. Bon, dans notre cas à nous, il s'agit d'une mutation petit à petit civile à travers un glissement démographique et une question de... Oui, puis elle n'inclut pas pour l'instant, Buffalo Bill. C'est-à-dire que ce sont des infiltrations non armées et même quelquefois socialement assez touchantes. Ce sont des femmes, souvent des enfants, etc. Il n'en reste pas moins que ce sont des populations étrangères qui, au fur et à mesure qu'elles sont nombreuses, sont de plus en plus inassimilables. La semaine dernière, vous avez siégé pour l'avant-dernière fois au Parlement européen. Vous avez retrouvé vos collègues. Il y aura encore une session au mois d'avril, et puis après, nous irons sur l'élection européenne et la fin de cette assemblée à laquelle vous participez encore. Je ne regretterai pas. Alors, au cours de cette session, une nouvelle levée d'immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen. Oui, je crois que c'est la 9e. Je crois qu'il y en a eu 9, 3 favorables et 6 défavorables. C'est ça, oui. Mais ça prouve que le parquet français a recours très souvent à des poursuites qui nécessitent la levée de l'immunité parlementaire. Et l'Assemblée de Strasbourg, une fois sur 2, enfin une fois sur 3, la refuse et 2 fois sur 3 l'accepte quand même. Bon, elle est plutôt favorable à la levée de l'immunité parlementaire de Le Pen, compte tenu du fait que nous sommes non inscrits et tout à fait étrangers aux 2 grands partis qui se partagent en complicité le Parlement européen. Donc vous n'y avez pas beaucoup d'amis, au fond? Non. Je le quitterai sans regret et je n'aurai pas beaucoup de mains à serrer en partant. Vous n'avez pas pratiqué le vivre ensemble à Strasbourg et à Bruxelles? Je n'ai été mis dans l'impossibilité. Là-bas, nous étions des parias, comme ici d'ailleurs. Alors, une question s'est posée, et je vous la repose parce que vous n'étiez pas en séance au moment du vote, donc vous n'avez pas participé à ce vote. Ça concerne la Russie et le souhait par le Parlement européen de maintenir et même d'amplifier les sanctions contre les Russes. Alors, il ne faudrait pas qu'on croie que vous avez changé d'avis sur ce sujet. Vous n'avez pas voté parce que vous n'étiez pas à ce moment précis en séance. Il y a des obligations qui, quelquefois, vous tiennent à l'écart de la séance. Bon, donc je n'étais pas en séance au moment du vote, mais j'aurais voté évidemment contre, et des 2 mains, si j'ose dire, si j'avais pu, parce qu'il est évident que l'intérêt vital de l'Europe de l'Ouest, c'est de se rapprocher de la Russie et réciproquement, parce que ce que j'appelle le continent boréal, qui est en état, je dirais, d'infériorité démographique,
a en effet un intérêt vital à se rapprocher et même à s'unir, en tous les cas à s'entendre, parce que le reste du monde, pour des raisons qui sont presque mathématiques, physiques, c'est la physique des fluides en fait, eh bien risque l'envahissement, et pour défendre la civilisation, le territoire, le peuple, je crois que nous sommes autorisés et même on doit être encouragé à se défendre, à faire respecter nos droits. Encore un mot à propos des sujets européens. Le Brexit. Le gouvernement anglais a obtenu un vote du Parlement britannique pour demander à nouveau à l'Union européenne un délai de 2-3 mois supplémentaires, attendre la fin du mois de juin, avant la séparation. C'est peut-être parce que l'Angleterre est proche de la Normandie qu'elle pratique le j'y vas-tu pas. Alors il faut sortir de cet équivoque, en effet, et savoir si l'Angleterre sort de l'Europe ou si elle y reste. Mais en toute hypothèse, le fait que l'Angleterre sorte de l'Union européenne ne signifie pas pour autant une rupture des relations entre nos pays. Nous pouvons parfaitement avoir des accords bilatéraux. Je pense par exemple à la pêche, qui est un sujet très important entre les Britanniques et les Français. Je crois qu'il faut là trouver un accord qui soit acceptable pour les uns et les autres, qui n'a rien à voir dans le fond avec l'Union européenne. Au lieu de se passer à Bruxelles, ce seront les capitales des États européens qui discuteront avec Londres au cas par cas pour trouver un équilibre dans chacune des situations. C'est ça. C'est le bilatéral, c'est ça. Moi, je pense même que le gouvernement français peut bilatéralement parler avec le gouvernement britannique. Comme ça se faisait dans le passé. Absolument. Des lectures cette semaine au milieu de toute cette activité? Non, ces lectures n'ont pas lieu d'être parce que je suis très occupé par la relecture du manuscrit de mon tome 2. Qui fait déjà 650 pages, et c'est un travail, et par conséquent je m'y consacre en priorité. Alors nous étions convenus avec Marie Derbès, qui sera là dès la semaine prochaine, elle a été retenue aujourd'hui, chère Marie, de consacrer un blog exclusivement à vos lectures quand vous aurez eu le temps, voilà. De toucher un peu à tous les ouvrages que vous recevez. Je reçois beaucoup de livres, souvent dédicacés d'ailleurs, quelquefois, souvent même aimablement dédicacés, mais je n'ai pas le temps de les lire parce que justement je me consacre à l'écriture ou plutôt à la relecture de mon manuscrit. Nous parlerons peut-être la semaine prochaine d'un roman policier qui vient de sortir dans lequel, paraît-il, vous êtes cité. On va garder le mystère. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine.